put up with it. This afternoon could have been a bit more managed. I was going to go fucking... I was supposed to go for a jog. And didn't. Got completely turned around in the bush. Then I stumbled on these people's fucking... Then I fell over twice, which never happens to me. I've had kind of close calls, but never actually done it. I actually fell over. Then I got turned around. That rarely happens. Rarely. I actually go, fuck, hang on, where am I? Then I stumbled onto an area. It just was not healthy. It didn't seem... Don't get me wrong. It could have... I could have did it in my own head, but it could have been actual karma. But whatever it wasn't good vibes. Then I came home. It's just fucking like... nothing was getting done, so... Who knows, but... fuck it, hang on. Kind of started this morning. This thing's just not working out for me a bit. So I filmed a movie today. I filmed another video, I should say. Anyway, so the first time the thing's not working out for me was... Fucking, I was there for 20 minutes. My housemate's like, yeah, I need the car. I had to go fucking back home, drop the car and the car keys off. Then I had to get the actor that I was working with to drive me back. But we got it done. Some sort of video. I think it's anywhere from 36 to... I haven't looked it over to 40 minutes. 40 minutes, give or take, I'd say it's about. So anyway, I should thank him before I forget. Peter. I'm not shadow banned on Reddit, but it's removed a lot of my posts. I think because it's under 30 days on Reddit, or the karma points, but who knows. So tomorrow I've got to do a couple things before I fuck off to Ettalong. See how it happens. I'm going to do an Ask Reddit thing, because subreddit Ask Reddit is pretty kind to new sub-accounts. There may be a karma for karma thing, just to kind of help pass it over, but, you know, it's really annoying. It's Facebook account too, it's slowing me down a bit, but it's just annoying that I can't it's on somebody else's terms and conditions. But anyway, then I got home, I had to fucking just fuck around and drive my housemate else somewhere else, and I wasn't angry. I just tried to just fucking do it. And anyway, so I thought I'd come down to Manly, which this is where I'm at now. I don't know if you can recognise that building, but and just vlog a bit. So tonight when I get home from this meeting, so I need to do a meeting, you know. So I'm not going to do one tomorrow. But probably just, anyways. I'm still on the fence about the Monday night meeting I'll go to. But see what happens though. To be honest, I think this is the first time I fucking actually went outside of Sydney since COVID and all that. But who knows? So that's why I want to offshoot a bunch of fucking footage as much as I can tonight. Organise that, you know.
But see what happens though. Like I'm really I don't know if anyone's there or not in the fucking meeting. But it's one of those situations I don't want to fucking... What? Also, I got a new pair of shoes, which is not on me. I ate a fucking banana. Fisherman's friends. On there, but... I think I've done heaps of like fucking footage in the car. But... Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, troisième partie, nom de pays, le nom. Parmi les chambres dont j'évoquais le plus souvent l'image dans mes nuits d'insomnie, aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray, saupoudrées d'une atmosphère grenue, pollinisée, comestible et dévote, que celle du grand hôtel de la plage à Balbec, dont les murs, passés au ripolin, contenaient, comme les parois polies d'une piscine où l'eau bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l'aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur 3 côtés fait courir le long des murs, dans celle que je me trouvais habiter, des bibliothèques basses, à vitrines en glace, dans lesquelles, selon la place qu'elles occupaient et par un effet qu'ils n'avaient pas prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de clair marine qu'interrompaient seuls les pleins de l'acajou. Si bien que toute la pièce avait l'air d'un de ces dortoirs modèles qu'on présente dans les expositions modernes styles du mobilier, où ils sont ornés d'œuvres d'art qu'on a supposées capables de réjouir les yeux de celui qui couchera là, et auxquels on a donné des sujets en rapport avec le genre de site où l'habitation doit se trouver. Mais rien ne ressemblait moins non plus à ce Balbec réel que celui dont j'avais souvent rêvé, les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise, en me menant aux Champs-Élysées, me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête, et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux. Je n'avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer, moins comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature, ou plutôt il n'y avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n'étaient pas artificiellement combinés pour mon plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables, les beautés des paysages ou du grand art. Je n'étais curieux, je n'étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que moi-même, ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d'un grand génie, ou de la force, ou de la grâce de la nature telle qu'elle se manifeste, livrée à elle-même, sans l'intervention des hommes. De même que le beau son de sa voix, isolément reproduit par le phonographe, ne nous consolerait pas d'avoir perdu notre mère, de même une tempête mécaniquement imitée m'aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses de l'exposition. Je voulais aussi, pour que la tempête fût absolument vraie, que le rivage lui-même fût un rivage naturel, non une digue récemment créée par une municipalité. D'ailleurs, la nature, par tous les sentiments qu'elle éveillait en moi, me semblait ce qu'il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. Moins elles portaient leur empreinte, et plus elles offraient d'espace à l'expansion de mon cœur. Or, j'avais retenu le nom de Balbec que nous avait cité le Grandin, comme d'une plage toute proche de ces côtes funèbres, fameuses par tant de naufrages, qu'enveloppe 6 mois de l'année le linceul des brumes et l'écume des vagues. On y sent encore sous ses pas, disait-il, bien plus qu'au Finistère lui-même, et quand bien même des hôtels s'y superposeraient maintenant sans pouvoir y modifier la plus antique ossature de la terre,
On y sent la véritable fin de la terre française, européenne, de la terre antique. Et c'est le dernier campement de pêcheurs, pareil à tous les pêcheurs qui ont vécu depuis le commencement du monde, en face du royaume éternel des brouillards de la mer et des ombres. Un jour qu'à Combray j'avais parlé de cette plage de Balbec devant M. Swann, afin d'apprendre de lui si c'était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes, il m'avait répondu « Je crois bien que je connais Balbec. L'église de Balbec du XIIe et XIIIe siècle, encore à moitié romane, est peut-être le plus curieux échantillon du gothique normand. Et si singulière, on dirait de l'art persan. Et ces lieux qui jusque-là ne m'avaient semblé être que de la nature immémoriale, restées contemporaines des grands phénomènes géologiques, et tout aussi en dehors de l'histoire humaine que l'océan ou la grande ourse, avec ces sauvages pêcheurs pour qui pas plus que pour les baleines il n'y eut de Moyen-Âge, ça avait été un grand charme pour moi de les voir tout d'un coup entrer dans la série des siècles, ayant connu l'époque romane, et de savoir que le trèfle gothique était venu nervurer aussi ces rochers sauvages à l'heure voulue, comme ces plantes frêles mais vivaces qui, quand c'est le printemps, étoilent çà et là la neige d'épaule. Et si le gothique apportait à ces lieux et à ces hommes une détermination qui leur manquait, eux aussi lui en conféraient une en retour. J'essayais de me représenter comment ces pêcheurs avaient vécu, le timide et insoupçonné essai de rapports sociaux qu'ils avaient tenté là, pendant le Moyen-Âge, ramassés sur un point des côtes d'enfer, au pied des falaises de la mort. Et le gothique me semblait plus vivant maintenant que, séparé des villes où je l'avais toujours imaginé jusque-là, je pouvais voir comment, dans un cas particulier, sur des rochers sauvages, il avait germé et fleuri en un fin clocher. On me mena voir des reproductions des plus célèbres statues de Balbec, les apôtres moutonnants et Camus, la Vierge du Porche, et de joie ma respiration s'arrêtait dans ma poitrine quand je pensais que je pourrais les voir se modeler en relief sur le brouillard éternel et salé. Alors, par les soirs orageux et doux de février, le vent, soufflant dans mon cœur qu'il ne faisait pas trembler moins fort que la cheminée de ma chambre le projet d'un voyage à Balbec, mêlait en moi le désir de l'architecture gothique avec celui d'une tempête sur la mer. J'aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d'1h22, dont je ne pouvais jamais, sans que mon cœur palpitât, lire dans les réclames des compagnies de chemin de fer, dans les annonces de voyages circulaires, l'heure de départ. Elle me semblait inciser à un point précis de l'après-midi une savoureuse entaille, une marque mystérieuse à partir de laquelle les heures déviées conduisaient bien encore au soir, au matin du lendemain, mais qu'on verrait au lieu de Paris dans l'une de ces villes par où le train passe et entre lesquelles il nous permettait de choisir. Car il s'arrêtait à Bayeux, à Coutances, à Vitré, à Quétembert, à Pontorson, à Balbec, à Lannion, à Lamballe, à Bénodet, à Pont-Aven, à Quimperlé, et s'avançait magnifiquement surchargé de noms qu'il m'offrait, et entre lesquels je ne savais lequel j'aurais préféré, par impossibilité d'en sacrifier aucun. Mais sans même l'attendre, j'aurais pu, en m'habillant à la hâte, partir le soir même, si mes parents me l'avaient permis, et arriver à Balbec quand le petit jour se lèverait sur la mer furieuse, contre les écumes envolées de laquelle j'irais me réfugier dans l'église de style persan. Mais à l'approche des vacances de Pâques, quand mes parents m'eurent promis de me les faire passer une fois dans le nord de l'Italie, voilà qu'à ces rêves de tempête dont j'avais été rempli tout entier, ne souhaitant voir que des vagues accourant de partout, toujours plus haut, sur la côte la plus sauvage, près d'églises escarpées et rugueuses comme des falaises, et dans les tours desquelles crieraient les oiseaux de mer, voilà que tout à coup les effaçant, leur ôtant tout charme, les excluant parce qu'ils lui étaient opposés et n'auraient pu que l'affaiblir, se substituait en moi le rêve contraire du printemps le plus diapré, non pas le printemps de Combray qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre,
mais celui qui couvrait déjà de lys et d'anémones les champs de Fiesole et éblouissait Florence de fonds d'or pareils à ceux de l'Angelico. Dès lors, seuls les rayons, les parfums, les couleurs me semblaient avoir du prix, car l'alternance des images avait amené en moi un changement de front du désir, et, aussi brusque que ceux qu'il y a parfois en musique, un complet changement de ton dans ma sensibilité. Puis il arriva qu'une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation, sans qu'il y eût besoin d'attendre le retour d'une saison. Car souvent dans l'une on trouve égaré un jour d'une autre, qui nous y fait vivre, en évoque aussitôt, en fait désirer les plaisirs particuliers, et interrompt les rêves que nous étions en train de faire, en plaçant plus tôt ou plus tard qu'à son tour ce feuillet détaché d'un autre chapitre dans le calendrier interpolé du bonheur. Mais bientôt, comme ces phénomènes naturels dont notre confort ou notre santé ne peuvent tirer qu'un bénéfice accidentel et assez mince, jusqu'au jour où la science s'empare d'eux et, les produisant à volonté, remet en nos mains la possibilité de leur apparition, soustraite à la tutelle et dispensée de l'agrément du hasard, de même la production de ces rêves d'Atlantique et d'Italie cessa d'être soumise uniquement au changement des saisons et du temps. Je n'eus besoin pour les faire renaître que de prononcer ces noms: Balbec, Venise, Florence, dans l'intérieur desquels avait fini par s'accumuler le désir que m'avaient inspiré les lieux qu'ils désignaient. Même au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand. Même par un jour de tempête, le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs. Mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l'image que j'avais de ces villes, ce ne fut qu'en la transformant, qu'en soumettant sa réapparition en moi à leurs lois propres. Ils eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité, et, en accroissant les joies arbitraires de mon imagination, d'aggraver la déception future de mes voyages. Ils exaltèrent l'idée que je me faisais de certains lieux de la terre, en les faisant plus particuliers, par conséquent plus réels. Je ne me représentais pas alors les villes, les paysages, les monuments comme des tableaux plus ou moins agréables, découpés çà et là dans une même matière, mais chacun d'eux comme un inconnu essentiellement différent des autres, dont mon âme avait soif et qu'elle aurait profit à connaître. Combien ils prirent quelque chose de plus individuel encore d'être désignés par des noms qui n'étaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes. Les mots nous présentent des choses, une petite image claire et usuelle, comme celle que l'on suspend au mur des écoles pour donner aux enfants l'exemple de ce qu'est un établi, un oiseau, une fourmilière, chose conçue comme pareille à toutes celles de même sorte. Mais les noms présentent des personnes, et des villes qu'ils nous habituent à croire individuelles, uniques comme des personnes, une image confuse qui tire d'eux, de leur sonorité éclatante ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément, comme une de ces affiches entièrement bleues ou entièrement rouges, dans lesquelles, à cause des limites du procédé employé, ou par un caprice du décorateur, sont bleus ou rouges non seulement le ciel et la mer, mais les barques, l'église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller depuis que j'avais lu la Chartreuse, m'apparaissant compact, lisse, mauve et doux, si on me parlait d'une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j'habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune ville d'Italie, puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet des violettes. Et quand je pensais à Florence, c'était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu'elle s'appelait la cité des lys,
et sa cathédrale, Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant à Balbec, c'était un de ces noms où, comme sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d'un état ancien de lieu, d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites, et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l'église, et auquel je prêtais l'aspect disputeur, solennel et médiéval d'un personnage de fabliau. Si ma santé s'affermissait et que mes parents me permissent, sinon d'aller séjourner à Balbec, du moins de prendre une fois, pour faire connaissance avec l'architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne, ce train d'1h22 dans lequel j'étais monté tant de fois en imagination, j'aurais voulu m'arrêter de préférence dans les villes les plus belles. Mais j'avais beau les comparer, comment choisir, plus qu'entre des êtres individuels qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux, si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe, Vitré, dont l'accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien, le doux Lamballe qui, dans son blanc, va du jaune coquille d'œuf au gris perle. Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre. Lannion, avec le bruit, dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche. Quétembert, Pontorson, risibles et naïfs, plumes blanches et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux fluviatiles et poétiques. Bénodet, nom à peine amarré que semble vouloir entraîner la rivière au milieu de ses algues. Pont-Aven, envolée blanche et rose de l'aile d'une coiffe légère qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal. Quimperlé, lui, mieux attaché, et depuis le Moyen-Âge, entre les ruisseaux dont il gazouille et s'emperle en une grisaille pareille à celle que dessinent, à travers les toiles d'araignée d'une verrière, les rayons de soleil changés en pointes émoussées de l'argent bruni. Ces images étaient fausses pour une autre raison encore, c'est qu'elles étaient forcément très simplifiées. Sans doute ce à quoi aspirait mon imagination et que mes sens ne percevaient qu'incomplètement et sans plaisir dans le présent, je l'avais enfermé dans le refuge des noms. Sans doute, parce que j'y avais accumulé du rêve, ils aimantaient maintenant mes désirs. Mais les noms ne sont pas très vastes, c'est tout au plus si je pouvais y faire entrer 2 ou 3 des curiosités principales de la ville, et elles s'y juxtaposaient sans intermédiaire. Dans le nom de Balbec, comme dans le vert grossissant de ces porte-plumes qu'on achète au bain de mer, j'apercevais des vagues soulevées autour d'une église de style persan. Peut-être même la simplification de ces images fut-elle une des causes de l'empire qu'elles prirent sur moi. Quand mon père eut décidé une année que nous irions passer les vacances de Pâques à Florence et à Venise, n'ayant pas la place de faire entrer dans le nom de Florence les éléments qui composent d'habitude les villes, je fus contraint à faire sortir une cité surnaturelle de la fécondation, par certains parfums printaniers, de ce que je croyais être en son essence le génie de Giotto. Tout au plus, et parce qu'on ne peut pas faire tenir dans un nom beaucoup plus de durée que d'espace, comme certains tableaux de Giotto eux-mêmes montrent à 2 moments différents de l'action un même personnage, ici couché dans son lit, là s'apprêtant à monter à cheval, le nom de Florence était-il divisé en 2 compartiments. Dans l'un, sous un dais architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif. Dans l'autre, car ne pensant pas au nom comme à un idéal inaccessible, mais comme à une ambiance réelle dans laquelle j'irais me plonger, la vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j'y enfermais donnait aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples cet attrait qu'ils ont dans les œuvres des primitifs. Je traversai rapidement, pour trouver plus vite le déjeuner qui m'attendait avec des fruits et du vin de Chianti,
le Ponte Vecchio encombré de jonquilles, de narcisses et d'anémones. Voilà, bien que je fusse à Paris, ce que je voyais et non ce qui était autour de moi. Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors j'avais fait moi-même plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n'était nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je connaissais, d'aussi délicieux que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d'après-midi d'hiver, cette merveille inconnue, une matinée de printemps. Ces images irréelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, différencièrent cette époque de ma vie de celle qui l'avait précédée, et qui aurait pu se confondre avec elle aux yeux d'un observateur qui ne voit les choses que du dehors, c'est-à-dire qui ne voit rien. Comme dans un opéra, un motif mélodique introduit une nouveauté qu'on ne pourrait pas soupçonner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors du théâtre à compter seulement les quarts d'heure qui s'écoulent. Et encore, même à ce point de vue de simple quantité, dans notre vie, les jours ne sont pas égaux. Pour parcourir les jours, les natures un peu nerveuses, comme était la mienne, disposent, comme les voitures automobiles, de vitesses différentes. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir, et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. Pendant ce mois, où je ressassais comme une mélodie sans pouvoir m'en rassasier ces images de Florence, de Venise et de Pise, desquelles le désir qu'elle excitait en moi gardait quelque chose d'aussi profondément individuel que si ça avait été un amour pour une personne, je ne cessais pas de croire qu'elle correspondait à une réalité indépendante de moi, et elle me fit reconnaître une aussi belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d'entrer dans le paradis. Aussi, sans que je me souciasse de la contradiction qu'il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux, et d'autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu'ils connaissaient, c'est ce qui me rappelait la réalité de ces images qui enflammait le plus mon désir, parce que c'était comme une promesse qu'ils seraient contentés. Et, bien que mon imagination eût pour motif un désir de jouissance artistique, les guides l'entretenaient encore plus que les livres d'esthétique, et plus que les guides l'indicateur des chemins de fer. Ce qui m'émouvait, c'était de penser que cette Florence que je voyais proche, mais inaccessible, dans mon imagination, si le trajet qui la séparait de moi en moi-même n'était pas viable, je pourrais l'atteindre par un biais, par un détour, en prenant la voie de terre. Certes, quand je me répétais, donnant ainsi tant de valeur à ce que j'allais voir, que Venise était l'école de Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musée de l'architecture domestique au Moyen-Âge, je me sentais heureux. Je l'étais pourtant davantage quand, sorti pour une course, marchant vite à cause du temps qui, après quelques jours de printemps précoce, était redevenu un temps d'hiver, comme celui que nous trouvions d'habitude à Combray la Semaine Sainte, voyant sur les boulevards les marronniers qui, plongés dans un air glacial et liquide comme de l'eau, n'en commençaient pas moins invités exacts, déjà en tenue, et qui ne se sont pas laissés décourager, à arrondir et à ciseler en leurs blocs congelés, l'irrésistible verdure dont la puissance abortive du froid contrariait, mais ne parvenait pas à réfréner la progressive poussée. Je pensais que déjà le Ponte Vecchio était jonché à foison de jacinthes et d'anémones, et que le soleil du printemps teignait déjà les flots du grand canal d'un si sombre azur et de si nobles émeraudes qu'en venant se briser au pied des peintures du Titien, il pouvait rivaliser de riches coloris avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon père, tout en consultant le baromètre et en déplorant le froid, commença à chercher quels seraient les meilleurs trains. Et quand je compris qu'en pénétrant après le déjeuner dans le laboratoire charbonneux,
dans la chambre magique qui se chargeait d'opérer la transmutation tout autour d'elle, on pouvait s'éveiller le lendemain dans la cité de marbre et d'or, rehaussée de jaspe et pavée d'émeraude. Ainsi, elle et la cité des lys n'étaient pas seulement des tableaux fictifs qu'on mettait à volonté devant son imagination, mais existaient à une certaine distance de Paris qu'il fallait absolument franchir si l'on voulait les voir, à une certaine place déterminée de la terre et à aucune autre, en un mot, étaient bien réelles. Elles le devinrent encore plus pour moi quand mon père, en disant « En somme, vous pourriez rester à Venise du 20 avril au 29 et arriver à Florence dès le matin de Pâques », les fit sortir toutes deux non plus seulement de l'espace abstrait, mais de ce temps imaginaire où nous situons non pas un seul voyage à la fois, mais d'autres, simultanés, et sans trop d'émotion puisqu'ils ne sont que possibles. Ce temps qui se refabrique si bien qu'on peut encore le passer dans une ville après qu'on l'a passé dans une autre. Et leur consacra de ces jours particuliers qui sont le certificat d'authenticité des objets auxquels on les emploie, car ces jours uniques, ils se consument par l'usage, ils ne reviennent pas, on ne peut plus les vivre ici quand on les a vécus là. Je sentis que c'était vers la semaine qui commençait le lundi où la blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que j'avais couvert d'encre, que se dirigeait pour s'y absorber, au sortir du temps idéal où elle n'existait pas encore, les deux cités reines dont j'allais avoir, par la plus émouvante des géométries, à inscrire les dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je n'étais encore qu'en chemin vers le dernier degré de l'allégresse. Je l'atteignis enfin, ayant seulement alors la révélation que sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce n'était pas comme j'avais, malgré tant d'avertissements, continué à l'imaginer, les hommes majestueux et terribles comme la mer, portant leur armure au reflet de bronze sous les plis de leurs manteaux sanglants, qui se promèneraient dans Venise la semaine prochaine, la veille de Pâques, mais que ce pourrait être moi, le personnage minuscule que dans une grande photographie de Saint-Marc qu'on m'avait prêtée, l'illustrateur avait représenté, en chapeau melon, devant les porches. Quand j'entendis mon père me dire « Il doit faire encore froid sur le Grand Canal. Tu ferais bien de mettre à tout hasard dans ta malle ton pardessus d'hiver et ton gros veston. » À ces mots, je m'élevai à une sorte d'extase. Ce que j'avais cru jusque-là impossible, je me sentis vraiment pénétré entre ces rochers d'améthyste pareils à un récif de la mer des Indes. Par une gymnastique suprême et au-dessus de mes forces, me dévêtant comme d'une carapace sans objet de l'air de ma chambre qui m'entourait, je le remplaçai par des parties égales d'air vénitien, cette atmosphère marine, indicible et particulière comme celle des rêves, que mon imagination avait enfermée dans le nom de Venise. Je sentis s'opérer en moi une miraculeuse désincarnation. Elle se doubla aussitôt de la vague envie de vomir qu'on éprouve quand on vient de prendre un gros mal de gorge, et on dut me mettre au lit avec une fièvre si tenace que le docteur déclara qu'il fallait renoncer non seulement à me laisser partir maintenant à Florence et à Venise, mais même quand je serais entièrement rétabli, m'éviter d'ici au moins un an tout projet de voyage et toute cause d'agitation. Et hélas, il défendit aussi d'une façon absolue qu'on me laissât aller au théâtre entendre la Berma. L'artiste sublime à laquelle Bergotte trouvait du génie mourait en me faisant connaître quelque chose qui était peut-être aussi important et aussi beau, consolé de n'avoir pas été à Florence et à Venise, de n'aller pas à Balbec. On devait se contenter de m'envoyer chaque jour aux Champs-Élysées, sous la surveillance d'une personne qui m'empêcherait de me fatiguer et qui fut Françoise, entrée à notre service après la mort de ma tante Léonie. Aller aux Champs-Élysées me fut insupportable. Si seulement Bergotte les eût décrits dans un de ses livres, sans doute j'aurais désiré de les connaître, comme toutes les choses dont on avait commencé par mettre le double dans mon imagination. Elle les réchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalité, et je voulais les retrouver dans la réalité, mais dans ce jardin public rien ne se rattachait à mes rêves.
Un jour, comme je m'ennuyais à notre place familière, à côté des chevaux de bois, Françoise m'avait emmenée en excursion, au-delà de la frontière que gardent à intervalles égaux les petits bastions des marchandes de sucre d'orge. Dans ces régions voisines mais étrangères où les visages sont inconnus, où passe la voiture aux chèvres. Puis elle était revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossée à un massif de lauriers. En l'attendant, je foulais la grande pelouse chétive et rase, jaunie par le soleil, au bout de laquelle le bassin est dominé par une statue, quand, de l'allée s'adressant à une fillette à cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son manteau et de serrer sa raquette, lui cria d'une voix brève, pas seulement comme un absent dont on parle, mais l'interpellait. Il passa ainsi près de moi, en action pour ainsi dire, avec une puissance qu'accroissait la courbe de son jet et l'approche de son but. Transportant à son bord, je le sentais, la connaissance, les notions qu'avait de celle à qui il était adressé, non pas moi, mais l'ami qui l'appelait, tout ce que, tandis qu'elle le prononçait, elle revoyait ou du moins possédait en sa mémoire de leur intimité quotidienne, des visites qu'elles se faisaient l'une chez l'autre, et tout cet inconnu encore plus inaccessible et plus douloureux pour moi d'être au contraire si familier et si maniable pour cette fille heureuse qui m'en frôlait sans que j'y puisse pénétrer et le jetait en plein air dans un cri. Laissant déjà flotter dans l'air l'émanation délicieuse qu'il avait fait se dégager, en les touchant avec précision, de quelques points invisibles de la vie de mademoiselle Swann, du soir qui allait venir tel qu'il serait après dîner chez elle, formant, passager céleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage d'une couleur précieuse, pareil à celui qui bombait au-dessus d'un beau jardin du Poussin. And nobody's here yet, which is cool. Toilet lights on though. Far out, man. So I'm actually following through with that girl, fucking hell. So we're not gonna probably end up fucking dating or any shit like that, but certainly gonna fucking I've not been here in years. It's really weird being so close to the Central Coast because it's just across the road. To me, that's the Central Coast. Wealthy Illuminati people in the background. So, there's boats, heaps of cool boats though. It's got a pirate ship over there. So, taking a ferry to Ettalong. Seagulls. So I'm going to wait like maybe 10 minutes and stuff, but
It takes about, I think, 20 to 30 minutes, give or take, the ferry. So, something's wrong with my background too, but fuck, it's weird. So, look at Trey on the fucking beach too, but and fuck, I forgot to buy chewing gum too, but so yeah. So it's me, was my background different? Like it's just, well, I don't know, but so we're not gonna date or anything like that, but we're kind of whatever. So who knows? But let's enjoy the ride, eh? Sorry about the sharks. So the wind's kind of fucking me around. No stopping now, I guess. The headlands look beautiful though. Okay, so what I'm going to do is explain to you what happens to me on a daily basis. Okay, so I wake up every day, I have some food and everything seems like it's going to be fine. Then all of a sudden shit happens out of nowhere, and then I'm like, what the hell, man? And then people are like, what did I do? And I'm like, I don't remember what you did. This is Soviet Russia. In Soviet Russia, car drives you, shit happens to you, do not give shit to anyone else, even though it sounds like it's going to work, but it never does. So
I'm like sitting at my computer around 1980. There's pelicans over there too. So, she's going to the toilet, but we just had a coffee. We're having a quick smoke while she's in the toilet. So, there's a lot more foreigners around then, but there are tourists though. There's bogans across the road too. But, yeah. Fuck you, and I decided what I'm going to do is very simple. I hit it all in my mind like days before. I was going to go to the restroom if this is what would happen. Like if I was ever going to quit my job, this is what I would do. I would go into the restroom. I would put rubber dog shit on the ceilings, the walls, the floor, all the toilet seats, and I'd spray a bottle of liquid ass all over the place. Yes, liquid ass does exist. It is a bottle of concentrated shit smell. And it's very powerful. So I would do that so that way people walk into the restroom like, what the hell happened here? They would need to throw up, but they wouldn't be able to do it in the restroom because it smelled so bad. So they'd walk in there and they'll be appalled. There would be shit on the ceiling. And they'd be wondering how the hell did that happen? Yeah. And I would just wear like some sweatpants or something like that and have the biggest piece of fruit I could find in my crotch. So that way I'd walk out like a big shot and be all like, fuck you guys, I'm going to chill. So that is like the rest of my day. And I go walking around Chernobyl and I'm thinking to myself, damn, I really fucked up with this one. Like, that is the last time I tried to take any Americans' advice, because, you know, every time I try to do that, shit happens. And if there's something I learned in my lifetime, it's that, you know, as long as there are two people left on the planet, somebody's shit is going to get slapped, you know? And so, I decide, you know what, this has gone too much, I need to chill. So, I go to my girlfriend's house, and she's like, I don't want to see you anymore. And I'm like, why is that? And she says, well, size matters. And I'm like, well, of course size matters. If a vagina is 10 feet wide, the fuck are you going to do with that? And she didn't like that joke very much, so she called the police and I was arrested. And they put me in the jail cell for about 3 hours until they stopped laughing, and then it's like, okay, tiny dick, you're free to go. And I'm like, yes, whatever. So I'm walking back home, and it is like only an hour into my day. And I'm like, oh, great, what am I going to do now? So I try going around doing stuff, and, you know, there's nothing really I can do with Russia. It's freezing outside. There is nuclear radiation everywhere thanks to my Google problem. And, you know, things aren't really going my way. It's, you know, it's very complicated life for me. So I decide to go to my friend's house and I'm like, hey, what are you doing? And he's like, oh, I'm not really doing anything. And I'm like, well, do you want to do something? And he's like, I don't really feel like doing anything. And I'm like, what are you, fat American man? And he's like, well, I have been Googling. And I'm like, holy shit, do not Google. Last time I tried to Google, shit happened. He's like, yes, we all know. But that is because you Googled Chuck Norris. And that is going to happen one day or another. And I'm like, yes, I guess you're right about that. So anyway, we decided, you know, we need to do something that day, and we go outside, we go to the bar, and I get about 15 shots of vodka, which is like, you know, not much in Russia. So I'm just a little buzzed because of this, and I decide, you know what, fuck it, I'm going to do something that is productive. So I try to think of something to myself that's actually relatively fun to do. But I cannot think of anything, and I'm like, you know what, fuck this, and I get a bottle of Everclear, which is like almost 100% alcohol per volume. I just chug that shit as fast as I can, and I go back to sleep to redo the cycle in the morning. And that is my daily life.
So I'm at her place, having a cigarette. Her driving scares me. Like, she's got a great view of the mountain range. Great view. When I'm out in the front yard, I try to get a picture, but... yeah. Get some deodorant on me. And we're in here to stone the devil. We're going to be stoning the devil. And here we go. In Baudelaire's famous prose poem, The Generous Gambler, we follow the narrator, ostensibly Charlie B. himself, as he encounters a mysterious stranger on a Parisian boulevard. The stranger, lo and behold, turns out to be Lucifer himself. Baudelaire depicts him as a man of wealth and taste who has, indeed, been around for many a long year and stolen many a man's soul and faith. Of course, Baudelaire follows him. They get regally smashed. She's using another toilet, but don't forget this, the time's sped out. So I'm staying here. I'm all wasting my time, but I'm here longer than I thought I would be. It was up to me. Would have been up. The day's going good. So The universe. For Baudelaire, stoning the devil means getting him stoned, wooing him, bringing him into the human fold for a little Dionysian sport. The problem with the Baudelairean method of Satan handling is that you lose your soul. The devil corrupts you to the point that right and wrong have no meaning. Irony enters the blood and chills it. Paradox becomes poison. Everybody looks like a leper, and you can't feel anymore. It helps to remember our old Reddit in 7th grade friend, young Goodman Brown. His encounter with Beelzebub leaves him embittered, disenchanted, but at least he still has a soul, or at least as much soul as a teetotaling Puritan can have. Young Goodman Brown stones the devil by rejecting him out of hand. Stoning here means throwing stones, even if it be from the glass house of mortal ignorance. So, somewhere between the Baudelairean and Hawthornian approaches to Lucifer-human relations, we may find an ideal solution. We can lure the devil into drunkenness and then bash him over the head with a rock, or we can bash him over the head with a rock, then slip him a joint to help ease the pain. Mostly our pain, of course. The devil, epitome of imperviousness, will go on being the great professional. yeah, I know you can't see me, but fucking hell, this night's been So I'm actually chilling out in the car. It's been fucking hell. It's worth it. I'll be fucking getting home late. So I'm working. Gonna change my pants up. Hang on. So yeah, we did have sex and stuff. Maybe I shouldn't have said that out loud, but it was fun. But we kind of sit in the back seat too. So look, I enjoyed it just because it was a good day to hang out. When I get home, I'll sort of talk about it a bit more. I'm tired. It's a very fancy restaurant there, but fucking, I'm home. Getting home. I don't think I'll be doing that again for a while. But I'm actually fucking tired. So I'm at Palm Beach, just waiting for the bus.
restaurant this is. So the ferry's just across the road from me. Hang on. You can't even fucking see it, but it's there. So the bus stop's just there. Alright. I'm actually fucking tired. So I'll get some final thoughts when I get home and all that. Fucking taking its time, eh? Bus should be coming up from down that road. I cannot see the bus yet. There's people at the bus stop, so I can't talk. Mona Val, I'm almost home. I've really got to fucking be like, have a seriously long hard thing, so which I'm gonna do soon. For now, I'm gonna get some cigarettes and stuff, and because I need them. No, it's You are Thomas. No,
So I've got the cigarettes, I've got some food. Now it's time to head back to the car. Told you, I don't know what. Oh, nothing, I've just dismissed and I have no idea. So that's what it was. It just almost there. Good night, man. It's fucking my head a bit. Jesus. Tante finissait par me rendre plus émouvant, non seulement les Champs-Élysées entiers et toute la durée de l'après-midi, comme une immense étendue d'espace et de temps sur chacun des points et à chacun des moments de laquelle il était possible qu'apparût l'image de Gilberte, mais encore cette image elle-même, parce que derrière cette image je sentais se cacher la raison pour laquelle elle m'était découchée en plein cœur à 4 heures au lieu de 2h30, surmontée d'un chapeau de visite à la place d'un béret de jeu, devant les ambassadeurs et non entre les deux guignols, je devinais quelqu'une de ces occupations où je ne pouvais suivre Gilberte et qui la forçait à sortir ou à rester à la maison. J'étais en contact avec le mystère de sa vie inconnue. C'était ce mystère aussi qui me troublait quand, courant sur l'ordre de la fillette à la voix brève pour commencer tout de suite notre partie de bar, j'apercevais Gilberte, si vive et brusque avec nous, faisant une révérence à la dame au débat, qui lui disait « Quel beau soleil, on dirait du feu !» lui parlant avec un sourire timide, d'un air compassé qui m'évoquait la jeune fille différente que Gilberte devait être chez ses parents, avec les amis de ses parents, en visite, dans toute son autre existence qui m'échappait. Mais de cette existence, personne ne me donnait l'impression comme M. Swann qui venait un peu après pour retrouver sa fille. C'est que lui et Madame Swann, parce que leur fille habitait chez eux, parce que ses études, ses jeux, ses amitiés dépendaient d'eux, contenaient pour moi, comme Gilberte, peut-être même plus que Gilberte, comme il convenait à des dieux tout-puissants sur elle, en qui il aurait eu sa source, un inconnu inaccessible, un charme douloureux. Tout ce qui le concernait était de ma part l'objet d'une préoccupation si constante
que les jours où, comme cela, M. Swann, que j'avais vu si souvent autrefois sans qu'il excitât ma curiosité quand il était lié avec mes parents, venait chercher Gilberte aux Champs-Élysées, une fois calmés les battements de cœur qu'avait excité en moi l'apparition de son chapeau gris et de son manteau à pèlerine, son aspect m'impressionnait encore comme celui d'un personnage historique sur lequel nous venons de lire une série d'ouvrages et dont les moindres particularités nous passionnent. Ses relations avec le comte de Paris qui, quand j'en entendais parler à Combray, me semblaient indifférentes, prenaient maintenant pour moi quelque chose de merveilleux, comme si personne d'autre n'eût jamais connu les Orléans. Elle le faisait se détacher vivement sur le fond vulgaire des promeneurs de différentes classes qui encombraient cette allée des Champs-Élysées, et au milieu desquels j'admirais qu'il consentît à figurer, sans réclamer d'eux d'égards spéciaux, qu'aucun d'ailleurs ne songeait à lui rendre, tant était profond l'incognito dont il était enveloppé. Il répondait poliment au salut des camarades de Gilberte, même au mien, quoiqu'il fût brouillé avec ma famille, mais sans avoir l'air de me connaître. Cela me rappela qu'il m'avait pourtant vu bien souvent à la campagne, souvenir que j'avais gardé, mais dans l'ombre, parce que depuis que j'avais revu Gilberte, pour moi Swann était surtout son père, et non plus le Swann de Combray. Comme les idées sur lesquelles j'embranchais maintenant son nom étaient différentes des idées dans le réseau desquelles il était autrefois compris, et que je n'utilisais plus jamais quand j'avais à penser à lui, il était devenu un personnage nouveau. Je le rattachais pourtant par une ligne artificielle, secondaire et transversale, à notre invité d'autrefois. Et comme rien n'avait plus pour moi de prix que dans la mesure où mon amour pouvait en profiter, ce fut avec un mouvement de honte et le regret de ne pouvoir les effacer que je retrouvai les années où, aux yeux de ce même Swann qui était en ce moment devant moi aux Champs-Élysées, et à qui heureusement Gilberte n'avait peut-être pas dit mon nom, je m'étais si souvent, le soir, rendu ridicule en envoyant demander à maman de monter dans ma chambre me dire bonsoir, pendant qu'elle prenait le café avec lui, mon père et mes grands-parents à la table du jardin. Il disait à Gilberte qu'il lui permettait de faire une partie, qu'il pouvait attendre un quart d'heure et, s'asseyant comme tout le monde sur une chaise de fer, payait son ticket de cette main que Philippe VII avait si souvent retenue dans la sienne, tandis que nous commencions à jouer sur la pelouse, faisant envoler les pigeons dont les beaux corps irisés qui ont la forme d'un cœur et sont comme les lilas du règne des oiseaux, venaient se réfugier comme en des lieux d'asile, tels sur le grand vase de pierre à qui son bec en y disparaissant faisait faire le geste et assignait la destination d'offrir en abondance les fruits ou les graines qu'il avait l'air d'y picorer, tel autre sur le front de la statue qu'il semblait surmonter d'un de ces objets en émail desquels la polychromie varie dans certaines œuvres antiques la monotonie de la pierre, et d'un attribut qui, quand la déesse le porte, lui vaut une épithète particulière et en fait, comme pour une mortelle, un prénom différent, une divinité nouvelle. Un de ces jours de soleil qui n'avaient pas réalisé mes espérances, je n'eus pas le courage de cacher ma déception à Gilberte. « J'avais justement beaucoup de choses à vous demander, lui dis-je. Je croyais que ce jour compterait beaucoup dans notre amitié, et aussitôt arrivé, vous allez partir. Tâchez de venir demain de bonne heure, que je puisse enfin vous parler. » Sa figure resplendit, et ce fut en sautant de joie qu'elle me répondit. « Demain, comptez-y, mon bel ami, mais je ne viendrai pas. J'ai un grand goûter. Après-demain non plus, je vais chez une amie pour voir de ses fenêtres l'arrivée du roi Théodose. Ce sera superbe. Et le lendemain encore à Michel Strogoff. Et puis après, cela va être bientôt Noël et les vacances du jour de l'an. Peut-être on va m'emmener dans le Midi. Ce que ce serait chic. Quoique cela me fera manquer un arbre de Noël. En tout cas, si je reste à Paris, je ne viendrai pas ici, car j'irai faire des visites avec maman. Adieu, voilà papa qui m'appelle. Je revins avec Françoise par les rues qui étaient encore pavoisées de soleil, comme au soir d'une fête qui est finie. Je ne pouvais pas traîner mes jambes. « Ça n'est pas étonnant, dit Françoise. Ce n'est pas un temps de saison, il fait trop chaud. Hélas, mon Dieu, de partout il doit y avoir bien des pauvres malades. C'est à croire que là-haut aussi tout se détraque. » Je me redisais en étouffant mes sanglots.
les mots où Gilberte avait laissé éclater sa joie de ne pas venir de longtemps aux Champs-Élysées. Mais déjà, le charme dont, par son simple fonctionnement, se remplissait mon esprit dès qu'il songeait à elle, la position particulière, unique, fût-elle affligeante, où me plaçait inévitablement par rapport à Gilberte la contrainte interne d'un pli mental, avait commencé à ajouter même à cette marque d'indifférence quelque chose de romanesque, et au milieu de mes larmes se formait un sourire qui n'était que l'ébauche timide d'un baiser. Et quand vint l'heure du courrier, je me dis, ce soir-là comme tous les autres, je vais recevoir une lettre de Gilberte. Elle va me dire enfin qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer et m'expliquera la raison mystérieuse pour laquelle elle a été forcée de me le cacher jusqu'ici, de faire semblant de pouvoir être heureuse sans me voir, la raison pour laquelle elle a pris l'apparence de la Gilberte simple camarade. Tous les soirs je me plaisais à imaginer cette lettre, je croyais la lire, je m'en récitais chaque phrase. Tout d'un coup je m'arrêtais effrayée. Je comprenais que si je devais recevoir une lettre de Gilberte, ce ne pourrait pas en tout cas être celle-là, puisque c'était moi qui venais de la composer. Et dès lors, je m'efforçais de détourner ma pensée des mots que j'aurais aimé qu'elle m'écrivît, par peur, en les énonçant, d'exclure justement ceux-là, les plus chers, les plus désirés, du champ des réalisations possibles. Même si, par une invraisemblable coïncidence, c'eût été justement la lettre que j'avais inventée que de son côté m'eût adressée Gilberte, y reconnaissant mon œuvre, je n'eusse pas eu l'impression de recevoir quelque chose qui ne vint pas de moi, quelque chose de réel, de nouveau, un bonheur extérieur à mon esprit, indépendant de ma volonté, vraiment donné par l'amour. En attendant, je relisais une page que ne m'avait pas écrite Gilberte, mais qui du moins me venait d'elle. Cette page de Bergotte sur la beauté des vieux mythes dont s'est inspiré Racine, et que, à côté de l'habit d'Agathe, je gardais toujours auprès de moi. J'étais attendrie par la bonté de mon ami qui me l'avait fait rechercher, et comme chacun a besoin de trouver des raisons à sa passion, jusqu'à être heureux de reconnaître dans l'être qu'il aime des qualités que la littérature ou la conversation lui ont appris être de celles qui sont dignes d'exciter l'amour, jusqu'à les assimiler par imitation et en faire des raisons nouvelles de son amour, ces qualités, fussent-elles les plus opposées à celles que cet amour eût recherchées tant qu'il était spontané, comme Swann autrefois le caractère esthétique de la beauté d'Odette, moi qui avais d'abord aimé Gilberte décombrais, à cause de tout l'inconnu de sa vie dans lequel j'aurais voulu me précipiter, m'incarner, en délaissant la mienne qui ne m'était plus rien, je pensais maintenant comme un inestimable avantage que de cette mienne vie trop connue, dédaignée, Gilberte pourrait devenir un jour l'humble servante, la commode et confortable collaboratrice qui, le soir, m'aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. Quant à Bergotte, ce vieillard infiniment sage et presque divin à cause de qui j'avais d'abord aimé Gilberte, avant même de l'avoir vue, maintenant c'était surtout à cause de Gilberte que je l'aimais. Avec autant de plaisir que les pages qu'il avait écrites sur Racine, je regardais le papier fermé de grands cachets de cire blanc et noué d'un flot de ruban mauve dans lequel elle me les avait apportés. Je baisais l'habit d'Agathe qui était la meilleure part du cœur de mon ami, la part qui n'était pas frivole, mais fidèle, et qui, bien que parée du charme mystérieux de la vie de Gilberte, demeurait près de moi, habitait ma chambre, couchait dans mon lit. Mais la beauté de cette pierre et la beauté aussi de ces pages de Bergotte que j'étais heureux d'associer à l'idée de mon amour pour Gilberte, comme si dans les moments où celui-ci ne m'apparaissait plus que comme un néant, elles lui donnaient une sorte de consistance, je m'apercevais qu'elles étaient antérieures à cet amour, qu'elles ne lui ressemblaient pas, que leurs éléments avaient été fixés par le talent ou par les lois minéralogiques avant que Gilberte ne me connût, que rien dans le livre ni dans la pierre n'eût été autre si Gilberte ne m'avait pas aimé, et que rien par conséquent ne m'autorisait à lire en eux un message de bonheur. Et tandis que mon amour, attendant sans cesse du lendemain l'aveu de celui de Gilberte, annulait, défaisait chaque soir le travail mal fait de la journée,
Dans l'ombre de moi-même, une ouvrière inconnue ne laissait pas au rebut les fils arrachés et les disposait, sans souci de me plaire et de travailler à mon bonheur, dans un ordre différent qu'elle donnait à tous ses ouvrages. Ne portant aucun intérêt particulier à mon amour, ne commençant pas par décider que j'étais aimée, elle recueillait les actions de Gilberte qui m'avaient semblé inexplicables et ses fautes que j'avais excusées. Alors les unes et les autres prenaient un sens. Il semblait dire, cet ordre nouveau, qu'en voyant Gilberte, au lieu qu'elle vînt aux Champs-Élysées aller une matinée, faire des courses avec son institutrice et se préparer à une absence pour les vacances du jour de l'an, j'avais tort de penser « c'est qu'elle est frivole ou docile », car elle eût cessé d'être l'un ou l'autre si elle m'avait aimé, et si elle avait été forcée d'obéir, c'eût été avec le même désespoir que j'avais les jours où je ne la voyais pas. Il disait encore, cet ordre nouveau, que je devais pourtant savoir ce que c'était qu'aimer puisque j'aimais Gilberte. Il me faisait remarquer le souci perpétuel que j'avais de me faire valoir à ses yeux, à cause duquel j'essayais de persuader à ma mère d'acheter à Françoise un caoutchouc et un chapeau avec un plumet bleu, ou plutôt de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées avec cette bonne dont je rougissais, à quoi ma mère répondait que j'étais injuste pour Françoise, que c'était une brave femme qui nous était dévouée. Et aussi ce besoin unique de voir Gilberte qui faisait que, des mois d'avance, je ne pensais qu'à tâcher d'apprendre à quelle époque elle quitterait Paris et où elle irait, trouvant le pays le plus agréable, un lieu d'exil si elle ne devait pas y être, et ne désirant que rester toujours à Paris tant que je pourrais la voir aux Champs-Élysées. Et il n'avait pas de peine à me montrer que ce souci-là, ni ce besoin, je ne les trouverais sous les actions de Gilberte. Elle, au contraire, appréciait son institutrice, sans s'inquiéter de ce que j'en pensais. Elle trouvait naturel de ne pas venir aux Champs-Élysées si c'était pour aller faire des emplettes avec mademoiselle, agréable si c'était pour sortir avec sa mère, et à supposer même qu'elle m'eût permis d'aller passer les vacances au même endroit qu'elle, du moins pour choisir cet endroit, elle s'occupait du désir de ses parents, de 1000 amusements dont on lui avait parlé, et nullement que ce fût celui où ma famille avait l'intention de m'envoyer. Quand elle m'assurait parfois qu'elle m'aimait moins qu'un de ses amis, moins qu'elle ne m'aimait la veille, parce que je lui avais fait perdre sa partie par une négligence, je lui demandais pardon. Je lui demandais ce qu'il fallait faire pour qu'elle recommençât à m'aimer autant, pour qu'elle m'aimât plus que les autres. Je voulais qu'elle me dît que c'était déjà fait. Je l'en suppliais comme si elle avait pu modifier son affection pour moi à son gré, au mien, pour me faire plaisir, rien que par les mots qu'elle dirait, selon ma bonne ou ma mauvaise conduite. Ne savais-je donc pas que ce que j'éprouvais, moi, pour elle, ne dépendait ni de ses actions, ni de ma volonté? Il disait enfin, l'ordre nouveau dessiné par l'ouvrière invisible, que si nous pouvons désirer que les actions d'une personne qui nous a peinés jusqu'ici n'aient pas été sincères, il y a dans leur suite une clarté contre quoi notre désir ne peut rien, et à laquelle, plutôt qu'à lui, nous devons demander quelles seront ses actions de demain. Ces paroles nouvelles, mon amour les entendait. Elle le persuadait que le lendemain ne serait pas différent de ce qu'avaient été tous les autres jours, que le sentiment de Gilberte pour moi, trop ancien déjà pour pouvoir changer, c'était l'indifférence, que dans mon amitié avec Gilberte, c'est moi seule qui aimais. « C'est vrai, répondait mon amour, il n'y a plus rien à faire de cette amitié-là, elle ne changera pas. » Alors, dès le lendemain, ou attendant une fête, s'il y en avait une prochaine, un anniversaire, le nouvel an peut-être, un de ces jours qui ne sont pas pareils aux autres, où le temps recommence sur de nouveaux frais en rejetant l'héritage du passé, en n'acceptant pas le legs de ses tristesses, je demandais à Gilberte de renoncer à notre amitié ancienne et de jeter les bases d'une nouvelle amitié. J'avais toujours à portée de ma main un plan de Paris qui, parce qu'on pouvait y distinguer la rue où habitaient M. et Mme Swann, me semblait contenir un trésor. Et par plaisir, par une sorte de fidélité chevaleresque aussi, à propos de n'importe quoi, je disais le nom de cette rue, si bien que mon père me demandait, n'étant pas comme ma mère et ma grand-mère au courant de mon amour, « Mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue? Elle n'a rien d'extraordinaire. »
Elle est très agréable à habiter parce qu'elle est à 2 pas du bois, mais il y en a 10 autres dans le même cas. Je m'arrangeais à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swann. Certes, je me le répétais mentalement sans cesse, mais j'avais besoin aussi d'entendre sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait pas. Ce nom de Swann, d'ailleurs, que je connaissais depuis si longtemps, était maintenant pour moi, ainsi qu'il arrive à certains aphasiques à l'égard des mots les plus usuels, un nom nouveau. Il était toujours présent à ma pensée, et pourtant elle ne pouvait pas s'habituer à lui. Je le décomposais, je l'épelais, son orthographe était pour moi une surprise. Et en même temps que d'être familier, il avait cessé de me paraître innocent. Les joies que je prenais à l'entendre, je les croyais si coupables qu'il me semblait qu'on devinait ma pensée et qu'on changeait la conversation si je cherchais à l'y amener. Je me rabattais sur les sujets qui touchaient encore à Gilberte. Je rabâchais sans fin les mêmes paroles, et j'avais beau savoir que ce n'étaient que des paroles prononcées loin d'elle, qu'elle n'entendait pas, des paroles sans vertu qui répétaient ce qui était, mais ne le pouvaient modifier. Pourtant il me semblait qu'à force de manier, de brasser ainsi tout ce qui avoisinait Gilberte, j'en ferais peut-être sortir quelque chose d'heureux. Je redisais à mes parents que Gilberte aimait bien son institutrice, comme si cette proposition, énoncée pour la 100e fois, allait avoir enfin pour effet de faire brusquement entrer Gilberte, venant à tout jamais vivre avec nous. Je reprenais l'éloge de la vieille dame qui lisait les débats. J'avais insinué à mes parents que c'était une ambassadrice ou peut-être une altesse, et je continuais à célébrer sa beauté, sa magnificence, sa noblesse, jusqu'au jour où je dis que d'après le nom qu'avait prononcé Gilberte, elle devait s'appeler Madame Blatin. « Oh, mais je vois ce que c'est !» s'écria ma mère, tandis que je me sentais rougir de honte. « À la garde, comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c'est elle que tu trouves belle? Mais elle est horrible, elle a toujours été. C'est la veuve d'un huissier. Tu ne te rappelles pas, quand tu étais enfant, les manèges que je faisais pour l'éviter à la leçon de gymnastique où, sans me connaître, elle voulait venir me parler sous prétexte de me dire que tu étais trop beau pour un garçon? Elle a toujours eu la rage de connaître du monde, et il faut bien qu'elle soit une espèce de folle, comme j'ai toujours pensé, si elle connaît vraiment madame Swann. Car si elle était d'un milieu fort commun, au moins il n'y a jamais rien eu que je sache à dire sur elle. Mais il fallait toujours qu'elle se fasse des relations. Elle est horrible, affreusement vulgaire, et avec cela faiseuse d'embarras. Quant à Swann, pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon temps à table à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait « Cet enfant est idiot, il deviendra affreux ». J'aurais surtout voulu être aussi chauve que Swann. Il me semblait un être si extraordinaire que je trouvais merveilleux que des personnes que je fréquentais le connussent aussi, et que dans les hasards d'une journée quelconque on pût être amené à le rencontrer. Et une fois, ma mère, en train de nous raconter, comme chaque soir à dîner, les courses qu'elle avait faites dans l'après-midi, rien qu'en disant « À ce propos, devinez qui j'ai rencontré aux 3 quartiers, au rayon des parapluies. Swann !» fit éclore au milieu de son récit fort aride pour moi une fleur mystérieuse. Quelle mélancolique volupté d'apprendre que cet après-midi-là, profilant dans la foule sa forme surnaturelle, Swann avait été acheter un parapluie. Au milieu des événements grands et minimes, également indifférents, celui-là éveillait en moi ces vibrations particulières dont était perpétuellement ému mon amour pour Gilberte. Mon père disait que je ne m'intéressais à rien parce que je n'écoutais pas quand on parlait des conséquences politiques que pouvait avoir la visite du roi Théodose, en ce moment l'hôte de la France, et, prétendait-on, son allié. Mais combien, en revanche, j'avais envie de savoir si Swann avait son manteau à pèlerine. « Est-ce que vous vous êtes dit bonjour ?» demandai-je. « Mais naturellement, » répondit ma mère, qui avait toujours l'air de craindre que, si elle eût avoué que nous étions en froid avec Swann, on eût cherché à les réconcilier plus qu'elle ne souhaitait, à cause de madame Swann qu'elle ne voulait pas connaître. « C'est lui qui est venu me saluer, je ne le voyais pas. »« Mais alors, vous n'êtes pas brouillé ?»« Brouillé ? Mais pourquoi veux-tu que nous soyons brouillés ?» répondit-elle vivement, comme si j'avais attenté à la fiction de ses bons rapports avec Swann et essayé de travailler à un rapprochement. Il pourrait en vouloir de ne plus l'inviter. On n'est pas obligé d'inviter tout le monde. Est-ce qu'il m'invite? Je ne connais pas sa femme.
Mais il venait bien à Combray. Eh bien oui, il venait à Combray. Et puis à Paris, il a autre chose à faire, et moi aussi. Mais je t'assure que nous n'avions pas du tout l'air de deux personnes brouillées. Nous sommes restés un moment ensemble parce qu'on ne lui apportait pas son paquet. Il m'a demandé de tes nouvelles, il m'a dit que tu jouais avec sa fille, ajouta ma mère, m'émerveillant du prodige que j'existasse dans l'esprit de Swann, bien plus que ce fut d'une façon assez complète pour que, quand je tremblais d'amour devant lui aux Champs-Élysées, il sût mon nom, qui était ma mère, et put amalgamer autour de ma qualité de camarade de sa fille quelques renseignements sur mes grands-parents, leur famille, l'endroit que nous habitions, certaines particularités de notre vie d'autrefois, peut-être même inconnues de moi. Mais ma mère ne paraissait pas avoir trouvé un charme particulier à ce rayon des trois quartiers, où elle avait représenté pour Swann, au moment où il l'avait vue, une personne définie, avec qui il avait des souvenirs communs qui avaient motivé chez lui le mouvement de s'approcher d'elle, le geste de la saluer. Ni elle d'ailleurs, ni mon père ne semblaient non plus trouver à parler des grands-parents de Swann, du titre d'agent de change honoraire, un plaisir qui passe à tous les autres. Mon imagination avait isolé et consacré dans le Paris social une certaine famille, comme elle avait fait dans le Paris de pierre pour une certaine maison dont elle avait sculpté la porte cochère et rendu précieuses les fenêtres. Mais ces ornements, j'étais seule à les voir. De même que mon père et ma mère trouvaient la maison qu'habitait Swann pareille aux autres maisons construites en même temps dans le quartier du Bois, de même la famille de Swann leur semblait du même genre que beaucoup d'autres familles d'agents de change. Il la jugeait plus ou moins favorablement selon le degré où elle avait participé à des mérites communs au reste de l'univers, et ne lui trouvait rien d'unique. Ce qu'au contraire ils y appréciaient, ils le rencontraient à un degré égal ou plus élevé ailleurs. Aussi, après avoir trouvé la maison bien située, ils parlaient d'une autre qui l'était mieux, mais qui n'avait rien à voir avec Gilberte, ou de financier d'un cran supérieur à son grand-père. Et s'ils avaient eu l'air un moment d'être du même avis que moi, c'était par un malentendu qui ne tardait pas à se dissiper. C'est que, pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilberte une qualité inconnue, analogue dans le monde des émotions à ce que peut être dans celui des couleurs l'infrarouge, mes parents étaient dépourvus de ce sens supplémentaire et momentané dont m'avait doté l'amour. Les jours où Gilberte m'avait annoncé qu'elle ne devait pas venir aux Champs-Élysées, je tâchais de faire des promenades qui me rapprochassent un peu d'elle. Parfois j'emmenais Françoise en pèlerinage devant la maison qu'habitaient les Swann. Je lui faisais répéter sans fin ce que, par l'institutrice, elle avait appris relativement à madame Swann. Il paraît qu'elle a bien confiance à des médailles. Jamais elle ne partira en voyage si elle a entendu la chouette, ou bien comme un tic-tac d'horloge dans le mur, ou si elle a vu un chat à minuit, ou si le bois d'un meuble il a craqué. Oh, c'est une personne très croyante. J'étais si amoureux de Gilberte que si sur le chemin j'apercevais leur vieux maître d'hôtel promenant un chien, l'émotion m'obligeait à m'arrêter. J'attachais sur ses favoris blancs des regards pleins de passion. Françoise me disait « Qu'est-ce que vous avez ?» Puis nous poursuivions notre route jusque devant leur porte cochère, où un concierge différent de tout concierge, et pénétré jusque dans les galons de sa livrée du même charme douloureux que j'avais ressenti dans le nom de Gilberte, avait l'air de savoir que j'étais de ceux à qui une indignité originelle interdirait toujours de pénétrer dans la vie mystérieuse qu'il était chargé de garder, et sur laquelle les fenêtres de l'entresol paraissaient conscientes d'être refermées, ressemblant beaucoup moins, entre la noble retombée de leurs rideaux de mousseline, à n'importe quelles autres fenêtres qu'au regard de Gilberte. D'autres fois, nous allions sur les boulevards et je me postais à l'entrée de la rue Dufaux. On m'avait dit qu'on pouvait souvent y voir passer Swann se rendant chez son dentiste, et mon imagination différenciait tellement le père de Gilberte du reste de l'humanité, sa présence au milieu du monde réel y introduisait tant de merveilleux que, avant même d'arriver à la Madeleine, j'étais émue à la pensée d'approcher d'une rue où pouvait se produire inopinément l'apparition surnaturelle. Mais le plus souvent, quand je ne devais pas voir Gilberte,
Comme j'avais appris que madame Swann se promenait presque chaque jour dans l'allée des Acacias, autour du Grand Lac et dans l'allée de la Reine Marguerite, je dirigeais Françoise du côté du bois de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l'on voit rassembler des flores diverses et des paysages opposés, où après une colline on trouve une grotte, un pré, des rochers, une rivière, une fosse, une colline, un marais, mais où l'on sait qu'ils ne sont là que pour fournir aux ébats de l'hippopotame des zèbres, des crocodiles, des lapins russes, des ours et du héron, un milieu approprié ou un cadre pittoresque. Lui, le bois, complexe aussi, réunissant des petits mondes divers et clos, faisant succéder quelques fermes plantées d'arbres rouges, de chênes d'Amérique, comme une exploitation agricole dans la Virginie, à une sapinière au bord du lac, ou à une futaie d'où surgit tout à coup dans sa souple fourrure, avec les beaux yeux d'une bête, quelque promeneuse rapide. Il était le jardin des femmes, et, comme l'allée de myrte de l'Énéide, plantée pour elle d'arbres d'une seule essence, l'allée des Acacias était fréquentée par les beautés célèbres. Comme de loin la culmination du rocher d'où elle se jette dans l'eau transporte de joie les enfants qui savent qu'ils vont voir l'Otarie, bien avant d'arriver à l'allée des Acacias, leur parfum qui, irradiant alentour, faisait sentir de loin l'approche et la singularité d'une puissante et molle individualité végétale, puis, quand je me rapprochais, le fait aperçu de leur frondaison légère et mièvre, d'une élégance facile, d'une coupe coquette et d'un mince tissu, sur laquelle des centaines de fleurs s'étaient abattues comme des colonies ailées et vibratiles de parasites précieux, enfin jusqu'à leur nom féminin, désœuvré et doux, me faisaient battre le cœur, mais d'un désir mondain, comme ces valses qui ne nous évoquent plus que le nom des belles invitées que l'huissier annonce à l'entrée d'un bal. On m'avait dit que je verrais dans l'allée certaines élégantes que, bien qu'elles n'eussent pas toutes été épousées, l'on citait habituellement à côté de madame Swann, mais le plus souvent sous leur nom de guerre. Leur nouveau nom, quand il y en avait un, n'était qu'une sorte d'incognito que ceux qui voulaient parler d'elle avaient soin de lever pour se faire comprendre. Pensant que le beau, dans l'ordre des élégances féminines, était régi par des lois occultes à la connaissance desquelles elles avaient été initiées, et qu'elles avaient le pouvoir de le réaliser, j'acceptais d'avance comme une révélation l'apparition de leur toilette, de leur attelage, de 1000 détails au sein desquels je mettais ma croyance comme une âme intérieure qui donnait la cohésion d'un chef-d'œuvre à cet ensemble éphémère et mouvant. Mais c'est madame Swann que je voulais voir, et j'attendais qu'elle passât, émue comme si ça avait été Gilberte, dont les parents, imprégnés comme tout ce qui l'entourait de son charme, excitaient en moi autant d'amour qu'elle, même un trouble plus douloureux, parce que leur point de contact avec elle était cette partie intestine de sa vie qui m'était interdite. Et enfin, car je sus bientôt, comme on le verra, qu'il n'aimait pas que je jouasse avec elle, ce sentiment de vénération que nous vouons toujours à ceux qui exercent sans frein la puissance de nous faire du mal. J'assignai la première place à la simplicité dans l'ordre des mérites esthétiques et des grandeurs mondaines, quand j'apercevais madame Swann à pied, dans une polonaise de drap, sur la tête un petit toquet agrémenté d'une aile de lophophore, un bouquet de violettes au corsage, pressée, traversant l'allée des Acacias comme si ça avait été seulement le chemin le plus court pour rentrer chez elle, et répondant d'un clin d'œil aux messieurs en voiture qui, reconnaissant de loin sa silhouette, la saluaient et se disaient que personne n'avait autant de chic. Mais au lieu de la simplicité, c'est le faste que je mettais au plus haut rang, si, après que j'avais forcé Françoise qui n'en pouvait plus et disait que les jambes lui rentraient, à faire les 100 pas pendant 1 heure, je voyais enfin, débouchant de l'allée qui vient de la porte Dauphine, image pour moi d'un prestige royal, d'une arrivée souveraine, telle qu'aucune reine véritable n'a pu m'en donner l'impression dans la suite, parce que j'avais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expérimentale, emportée par le vol de 2 chevaux ardents, minces et contournées comme on en voit dans les dessins de Constantin Guy,
portant établi sur son siège un énorme cocher fourré comme un cosaque, à côté d'un petit groom rappelant le tigre de feu Beaudenord, je voyais, ou plutôt je sentais imprimer sa forme dans mon cœur par une nette et épuisante blessure, une incomparable Victoria, à dessin un peu haute, et laissant passer à travers son luxe dernier cri des allusions aux formes anciennes, au fond de laquelle reposait avec abandon madame Swann, ses cheveux maintenant blonds avec une seule mèche grise, ceints d'un mince bandeau de fleurs, le plus souvent des violettes, d'où descendaient de longs voiles, à la main une ombrelle mauve, aux lèvres un sourire ambigu où je ne voyais que la bienveillance d'une majesté, et où il y avait surtout la provocation de la cocotte, et qu'elle inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient. Ce sourire, en réalité, disait aux uns « Je me rappelle très bien, c'était exquis ». À d'autres « Comme j'aurais aimé, ça a été la mauvaise chance ». À d'autres « Mais si vous voulez, je vais suivre encore un moment la file et dès que je pourrai, je couperai ». Quand passaient des inconnus, elle laissait cependant autour de ses lèvres un sourire oisif, comme tourné vers l'attente ou le souvenir d'un ami, et qui faisait dire « comme elle est belle ». Et pour certains hommes seulement, elle avait un sourire aigre, contraint, timide et froid, et qui signifiait « oui, Rose, je sais que vous avez une langue de vipère, que vous ne pouvez pas vous tenir de parler. Est-ce que je m'occupe de vous, moi ?» Coquelin passait en discourant au milieu d'amis qui l'écoutaient et faisait avec la main à des personnes en voiture un large bonjour de théâtre. Mais je ne pensais qu'à madame Swann, et je faisais semblant de ne pas l'avoir vue, car je savais qu'arrivée à la hauteur du tir aux pigeons, elle dirait à son cocher de couper la file et de l'arrêter pour qu'elle pût descendre l'allée à pied. Et les jours où je me sentais le courage de passer à côté d'elle, j'entraînais Françoise dans cette direction. À un moment, en effet, c'est dans l'allée des piétons, marchant vers nous, que j'apercevais madame Swann laissant s'étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve, vêtue, comme le peuple imagine les reines, d'étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l'exercice, sans penser qu'elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle. Parfois pourtant, quand elle s'était retournée pour appeler son lévrier, elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d'elle. Ceux mêmes qui ne la connaissaient pas étaient avertis par quelque chose de singulier, d'excessif, ou peut-être par une radiation télépathique, comme celle qui déchaînait des applaudissements dans la foule ignorante au moment où la Berma était sublime, que ce devait être quelque personne connue. Ils se demandaient « Qui est-ce ?» interrogeaient quelquefois un passant, ou se promettaient de se rappeler la toilette comme un point de repère pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitôt. D'autres promeneurs, s'arrêtant à demi, disaient « Vous savez qui c'est, madame Swann? Cela ne vous dit rien? Odette de Crécy !»« Odette de Crécy? Mais je me disais aussi ses yeux tristes. Mais savez-vous qu'elle ne doit plus être de la première jeunesse? Je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de MacMahon. » Je crois que vous ferez bien de ne pas le lui rappeler. Elle est maintenant madame Swann, la femme d'un monsieur du Jockey, ami du prince de Galles. Elle est du reste encore superbe. Oui, mais si vous l'aviez connue à ce moment-là, ce qu'elle était jolie. Elle habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries. Je me rappelle que nous étions embêtés par le bruit des crieurs de journaux. Elle a fini par me faire lever. Sans entendre les réflexions, je percevais autour d'elle le murmure indistinct de la célébrité. Mon cœur battait d'impatience quand je pensais qu'il allait se passer un instant encore avant que tous ces gens, au milieu desquels je remarquais avec désolation que n'était pas un banquier mulâtre par lequel je me sentais méprisé, vissent le jeune homme inconnu auquel ils ne prêtaient aucune attention, saluer, sans la connaître à vrai dire, mais je m'y croyais autorisée parce que mes parents connaissaient son mari et que j'étais le camarade de sa fille. Cette femme dont la réputation de beauté, d'inconduite et d'élégance était universelle.
mais déjà j'étais tout près de madame Swann. Alors je lui tirai un si grand coup de chapeau, si étendu, si prolongé, qu'elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Des gens riaient. Quant à elle, elle ne m'avait jamais vue avec Gilberte. Elle ne savait pas mon nom, mais j'étais pour elle, comme un des gardes du bois ou le batelier, ou les canards du lac à qui elle jetait du pain, un des personnages secondaires, familiers, anonymes, aussi dénués de caractère individuel qu'un emploi de théâtre, de ses promenades au bois. Certains jours où je ne l'avais pas vue allée des Acacias, il m'arrivait de la rencontrer dans l'allée de la Reine Marguerite, où vont les femmes qui cherchent à être seules, ou à avoir l'air de chercher à l'être. Elle ne le restait pas longtemps, bientôt rejointe par quelque ami, souvent coiffé d'un tube gris, que je ne connaissais pas et qui causait longuement avec elle, tandis que leurs 2 voitures suivaient. Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice, et dans le sens zoologique ou mythologique du mot un jardin, je l'ai retrouvée cette année comme je le traversais pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre où, à Paris, dans les maisons, la proximité et la privation du spectacle de l'automne qui s'achève si vite sans qu'on y assiste donnent une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes qui peut aller jusqu'à empêcher de dormir. Dans ma chambre fermée, elle s'interposait depuis un mois, évoquée par mon désir de les voir entre ma pensée et n'importe quel objet auquel je m'appliquais, et tourbillonnait comme ces taches jaunes qui parfois, quoi que nous regardions, dansent devant nos yeux. Et ce matin-là, n'entendant plus la pluie tomber comme les jours précédents, voyant le beau temps sourire au coin des rideaux fermés comme au coin d'une bouche close qui laisse échapper le secret de son bonheur, j'avais senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversées par la lumière, dans leur suprême beauté, et ne pouvant pas davantage me tenir d'aller voir des arbres qu'autrefois, quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée, de partir pour le bord de la mer, j'étais sortie pour aller à Trianon en passant par le bois de Boulogne. C'était l'heure, et c'était la saison où le bois semble peut-être le plus multiple, non seulement parce qu'il est plus subdivisé, mais encore parce qu'il l'est autrement. Même dans les parties découvertes où l'on embrasse un grand espace, çà et là, en face des sombres masses lointaines des arbres qui n'avaient pas de feuilles, ou qui avaient encore leurs feuilles de l'été, un double rang de marronniers orangés semblait, comme dans un tableau